Je commencerai par le président Bertin Béat. Je tiens à le remercier pour ses mots gentils. Je connais Bertin Béat depuis très longtemps. Et je voudrais saluer sa fidélité dans la lutte pour le maintien du KNK. Et je savais qu'il allait poser sa question par rapport au général Bozizé. Donc je salue cette loyauté au général. Mon cher Bertin, je voudrais tout de suite préciser une chose. Vous avez fait référence à un passage dans le livre qui parle de la décision à Libreville, de l'opposition démocratique, de prendre langue avec la rébellion Séléka à Libreville. Je voudrais l'appeler à un point d'histoire pour vous dire que quand nous sommes arrivés à Libreville, le général Bozizé était déjà militairement défait. Donc il n'y avait pas besoin de comploter pour le faire tomber politiquement. Et il est important de le préciser ici. C'est un point d'histoire. Et je dis dans ce livre-là qu'en dehors d'Afan, nous fûmes condisciples, je ne connaissais personne dans ce groupe-là, contrairement à une légende urbaine qui a circulé. Et je voudrais aussi rappeler, quand vous parlez de certains acteurs, notamment le président Ziguélé, notamment le président Tchongaï, ce livre n'est pas la Bible. J'ai dit que je mettais au défi quiconque de ces acteurs, et j'ai dit que je confirme ici 90% de ce qui a été écrit dans ce livre-là, pour rester modeste, c'est indiscutable. Et que j'étais disposé à avoir un débat n'importe où, à n'importe quel moment, avec n'importe quel acteur de ces 5 dernières années. Je le confirme ici. L'opportunité a été donnée à ces acteurs de venir ici parler, parce que c'est relayé. Et je le dis avec la tranquille assurance d'un homme qui sait de quoi il parle. Et donc ce débat, il faut qu'il ait lieu. Il ne faut pas qu'on reste au quartier et qu'on raconte. On contribue ainsi à la désinformation. Donc tous ceux qui se sentiraient, et d'ailleurs, je pense qu'il y a d'autres voies, notamment judiciaires, si on tombait dans la diffamation, c'est-à-dire des choses qui ne seraient pas avérées. J'y suis préparé pour ma part. Et je le dis encore une fois de manière très sereine. Donc, Libreville, militairement, c'était déjà parti pour le général Bozizé. Il n'y a aucun complot ici. Il ne faut pas y voir malice. C'était simplement que nous étions conscients qu'on était allé à Libreville parce qu'il y avait eu une déroute militaire, puisqu'on avait, avant cette déroute, souhaité à corps et à cri qu'il y ait dialogue politique. On n'a jamais eu ce dialogue politique jusqu'à un certain 10 décembre, lorsque les villes ont commencé à tomber. Donc voilà ce que je voudrais... Évidemment, cet exercice, et vous avez raison, cet exercice a eu lieu dans ce pays-là. Vous avez cité des grands noms. On ne part pas de rien, on ne part pas de nulle part. En même temps, si nous avons commencé avant tout le monde, nous avons échoué. Ça aussi, c'est un fait. Parce qu'il ne s'agit pas d'astiquer ces vieux souvenirs comme de vieilles chaussures en disant « on était bon avant ». Comme les fois où on fait référence à la télé, cette télé en couleur qu'on aurait eu avant tout le monde. D'abord, c'était une télé qui restait à Bangui, ce n'était pas sur toute l'étendue du territoire, et depuis on n'a rien fait. On commence, mais je préfère commencer en retard et finir bien que l'inverse. Il n'y a pas matière à se gargariser, on a commencé, mais on est loin derrière. C'est ce que je voudrais dire. Entre 1970 et 2018, vous pouvez faire le calcul. Qu'est-ce que nous avons fait depuis? Nous avons fui le débat, nous avons vécu dans la lâcheté, et nous avons refusé de voir les choses en face. C'est simplement ce que je voudrais dire sur ça. Et pour le reste, vous avez parfaitement raison. Nous avons, et c'est curieux d'ailleurs, quand on fait référence au désaccord profond qu'il y a eu dans la gestion de KNK, naturellement, à titre personnel, nous avons souvent été d'accord. Parce que je pense qu'il y a un dénominateur commun à tout, la mort de notre pays, et une certaine formation dont nous connaissons l'origine, pour ce qui nous concerne tous les deux. Donc cela nous a rapprochés. Et rassurez-vous, à titre personnel, j'ai dit très clairement, et je le répète ici, et par anticipation à la préoccupation d'un des intervenants,
Je suis de ceux qui pensent qu'il faut discuter avec tout le monde. Mais ça, ce n'est pas mon propos, on reviendra dessus plus loin. Mutuellement, vous avez parlé, il ne faut pas que ça soit considéré comme une sorte d'esquive de ma part. J'ai parlé de documents. Je pense que j'ai évacué le sujet puisque justement, j'ai dit qu'on avait pris langue. Si on prend langue pour la suite, c'est-à-dire contraindre Bozizé à démissionner, on peut matérialiser ça. On peut matérialiser et ce que je dis, je le maintiens. Je le maintiens parce que quand vous avez pris langue, vous décidez de travailler ensemble. La preuve, c'est que devant le général Bozizé, Michel Djotodia, chef de la rébellion, a bien confirmé que c'est Nicolas Tchanga qui devait être Premier ministre. Je pense que vous avez assisté à cette réunion. Il n'y a donc rien de nouveau sous le soleil. Je remercie mon frère Alexandre qui a rappelé le passé. Et là encore, c'est très intéressant. Le document dont il est question. Oui. Vous le confirmez? Est-ce que vous serez prêt à mettre ce document sur la place publique? Alors, je trouve étrange comme reproche d'avoir trop dit et comme me demande d'en dire davantage. Qu'est-ce qu'on choisit? Davantage. Il faut savoir. Il faut savoir. Il faut savoir. Bon, je voudrais remercier le président Guendé. Il rappelle là un passé, et là encore c'est quelque chose d'assez anodin. Finalement, toute ma vie, et il y a encore du chemin, je me serais situé du côté de l'opposition. Parce que même étudiant en tant que président de l'ANECA, nous nous sommes opposés, j'étais déjà du côté des étudiants, mais nous sommes restés des frères. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Ça fait si longtemps. J'étais président de l'ANECA, il était défenseur du RDC, mais on ne s'est jamais loupé, si vous me passez l'expression. Et c'est vraiment avec beaucoup de bonheur que nous continuons la lutte, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce livre, et je le confirme, il n'a pas été écrit contre quelqu'un. J'ai été le premier surpris à voir qu'il y avait des réactions épidermiques, mais je pense qu'il faut que nous soyons un peu plus courageux, qu'il y a un débat. Je veux qu'on me dise quelle partie du livre serait erronée. Parce que si on fait dans la généralité, on ne s'y retrouve pas. Je suis factuel. Je veux qu'on me dise quel fait j'ai relaté ici qui n'aurait jamais existé. Quand on aura dit ça, je pense qu'on organisera un autre café littéraire pour en parler. Tant que c'est en petit comité que cela se dit, je considère ça comme une confirmation. Monsieur le ministre Bollandélé, je vous remercie pour votre intervention. Vous savez, nous sommes des hommes et nous décidons de vivre en fonction de l'idée qu'on se fait de sa personne, à travers ce que nous avons reçu comme éducation et là où nous voulons aller. Là, c'est notre part de liberté. Quand on décide de s'émanciper des valeurs familiales qu'on nous donne. Il ne m'a pas semblé utile d'aller demander l'autorisation à qui que ce soit pour parler de mon pays, pour ce qui me concerne. Pourquoi? Parce que se taire est une option que je respecte, c'est une liberté que je respecte chez autrui. Moi, je souhaite simplement qu'on respecte ma liberté. Je n'ai pas de calcul. Je pense que j'ai un avantage. Je suis un homme libre. Je n'ai pas de calcul. Et pour tout vous dire, si demain, et peut-être même aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter la carrière politique, je n'en serais que plus heureux. Et ça fait de moi un homme libre. Et je voudrais vous dire que je n'ai pas été ministre d'État parce que quelqu'un m'aurait fait une quelconque faveur. Vous savez, et là, vous avez tort. Ce n'était pas une faveur. Nous étions ensemble au gouvernement, mais je peux vous dire que lorsque les noms ont été écrits sur ces papiers, beaucoup d'entre nous étaient sous le lit. Et je voudrais aussi rappeler que ministre du gouvernement Bozizé, je m'étais retrouvé au camp Poko, parce qu'un escadron de la mort avait été mis en place. Et c'est de là-bas que je suis venu ici, à l'hôtel Ledger, avec le Premier ministre Nicolas Tchanga, puisque c'était le siège du pouvoir transitoire, pour discuter avec ceux qui venaient de le défaire, le général Bozizé, militairement. Et j'étais vice-coordonnateur, c'est-à-dire le numéro 2 de l'opposition démocratique. Alors, après cela, je ne considère pas comme une faveur particulière
d'avoir été ministre d'État. Et je sais, évidemment, c'est ce problème-là qu'on pose très mal. On vous a rappelé ici, contre les faits, contre l'histoire récente. M. Daguié vous a rappelé que M. Sioké disait que je n'avais pas été ministre d'État. Qu'est-ce qu'il faut dire après tout ça? Acteur de la vie politique, dirigeant d'un parti politique. C'est toute la tragédie de notre histoire, nier le bon sens. Au fait, vous me demandez d'être comme ça, d'être raisonnable. Mais non, je revendique le droit à la transgression, parce que vous savez quoi? Il faut que le peuple sache. Demain, je n'ai pas de carrière politique. Moi, j'aurais conscience d'avoir réussi ma mission, parce que j'ai voulu ouvrir une porte, sans calcul. Vous savez, il y a des choses que je pourrais dire ici, mais la pudeur me l'interdit. J'ai été ministre d'État et vous n'avez pas entendu une seule fois que j'ai eu à faire ma base sur un seul mètre carré, comme c'était le cas, et des noms qui ont été cités. Vous savez pourquoi? J'en avais l'opportunité. Et si je me présente devant vous parce que je sais de quoi je parle, je respecte encore une fois la liberté des uns et des autres. Mais au bout d'un moment, un peuple ne peut pas continuer à vivre dans la lâcheté tout de même. Parce qu'on voudrait préserver l'avenir. Parce qu'on voudrait escamoter certaines choses. Et si c'était ça le problème centrafricain, historiquement, lorsque on décrit le peuple centrafricain, on dit que c'est un peuple de fuyards. Dans le mot fuyard, il y a la lâcheté, la peur d'affronter. Si on était sur une autre terre et qu'on a décidé de venir à l'intérieur de cette terre, c'est parce qu'on n'a pas voulu faire front. Mais on peut vaincre le signe indien aussi et sortir de la lâcheté et commencer à dire et à assumer. Je n'ai pas de calcul pour ça. Et on reviendra à Balladur tout à l'heure, qui dit justement qu'il faut se taire. Mais je suis désolé, mais Balladur n'est pas un modèle pour moi. Ce n'est pas mon maître à penser. J'ai d'autres références. On pourra en parler. Je ne suis pas de ceux qui se taisent. Il faut dire et puis assumer. Donc, évidemment, ce qu'on dit au quartier, c'est fort intéressant, mais moi, vous savez, il faut comprendre une chose, méthodologiquement, dans une nation, ce n'est pas le peuple qui donne le là. Il y a des universitaires ici, Max Weber a réglé ce problème depuis très longtemps. Dans une nation, le modèle social se donne à partir de l'idée que les élites se font. Les élites, pas l'inverse. Donc c'est nous qui devons façonner l'esprit national, pas l'inverse. Donc c'est nous qui devons dire au peuple, voici le chemin. C'est pour ça qu'on doit le suivre. Et vous savez pourquoi on est dans le trou? Parce qu'on a montré le chemin. Ce n'était pas le bon. Peut-être parce qu'on était très attachés à nos intérêts personnels. Il faut passer à autre chose. Je ne peux pas me taire. Et je ne pourrais même pas m'excuser d'avoir parlé. Surtout que je dis la vérité jusqu'à preuve du contraire. Parce que toute vérité est provisoire jusqu'à preuve du contraire. Je dis que je tends l'oreille encore. J'entends des murmures, certes. Mes oreilles ne sont pas suffisamment bonnes. Il faut que ça soit clairement dit. Et dans un débat public, qu'on en parle. Depuis un mois, quand on connaît la promptitude de certaines personnalités à faire des communiqués, je suis fort surpris qu'à ce jour, il n'y ait pas eu de communiqué de démenti. Et d'ailleurs, sur Internet, le jeune Maïté a mis un extrait d'échange avec le président Djotodia qui plus ou moins confirmait ce qui a été dit, plus d'autres acteurs qui sont là. Par exemple, lorsque j'ai fait allusion dans ce livre à monsieur le ministre Binois, quand j'ai réquisitionné son compte et que je menaçais de l'envoyer en prison, parce que chaque semaine, il recevait 7 millions, et que sur ces 7 millions, il y en a 5 qui étaient versés sur son compte, et que toutes les 2 semaines, il envoyait sur son compte en France 10 millions, le magistrat Grézengue est venu confirmer que c'est bien lui qui avait réquisitionné son compte à ma demande. Je peux en citer des exemples. Fallait-il se taire? Je dis que non. C'est une mission de service public. Je suis entré dans cette histoire et on a dit ici que les hommes politiques, ils étaient attachés à leurs intérêts. Je crois que c'est vrai et c'est faux en même temps. Il ne faut pas désespérer d'un pays. Le Premier ministre Nicolas Tchangay serait le premier à vous dire
Quand j'ai été nommé la première fois au gouvernement, il y a eu un débat entre nous. Et ce débat, c'était que je considérais que c'était ma participation à la lutte et que j'allais faire une déclaration pour donner mon salaire aux étudiants. C'est lui qui a dit non, parce qu'on va te tuer. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Il était le Premier ministre. J'ai dit oui. Mais vous savez, vous voyez très bien que ce n'était pas seulement la quête de quelque chose. Il faut arrêter de penser que parce que les gens s'engagent politiquement, il y a derrière eux la volonté d'améliorer leur quotidien. Et je pense que vous n'êtes pas bien informés. Je ne parle pas de vous, vous avez été ministre, mais vous savez que c'est 1 million de francs CFA. Avec ça, vous faites quelque chose de bon. Voilà. Je voudrais répondre maintenant à mon cher frère Moloto. Je remercie vraiment, et je connais son intransigeance, et je prends ça vraiment pour des compliments sincères, parce que Moloto, quand il y a quelque chose à dire, que ça plaise ou pas, il le dit. Donc, merci vraiment pour ces compliments. Maintenant, vous estimez que c'est un exercice de justification. Quand on écrit quelque chose, un livre de surcroît, c'est qu'on a quelque chose à dire. Et d'une certaine manière, on tombe dans le piège de la justification. Mais encore une fois, ce n'était point le but principal. C'était de dire ce qui s'est passé. À Greenberg, je crois que quand on a fini de lire ce livre, s'il y a encore des gens sur cette terre, et certainement qu'il y en aura, nous ne sommes que des hommes, avec une somme de passion. J'étais étudiant quand Greenberg est venu dans ce pays. Et j'étais parti pendant 10 ans, je ne suis pas rentré chez moi, parce que j'étais en exil. Et je veux bien qu'on me prête beaucoup de mérite, et d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'on me prêtait beaucoup de mérite. On m'attribue même certaines romances républicaines, comme vous le savez. Mais être étudiant, quelque part, en même temps avocat d'un groupe pétrolier à Bangui, quand on ne peut pas être physiquement être là, c'est la quadrature du cercle quand même. Et on n'a pas idée de ce que c'est financer une rébellion. On n'a aucune idée. Moi, ça me chagrine un peu parce que ça dénote un peu de cette ignorance générale. Je n'ai connu que 4 mois du régime du président Patassé. Je ne suis plus jamais revenu jusqu'à ce que Bozizé prenne le pouvoir. Donc je ne pouvais pas être physiquement là. Et c'est une question déjà réglée. Puisque les protagonistes sont là. Et le Premier ministre Nicolas Tchangay a bien dit qu'il était l'avocat de Greenberg avec l'excellent confrère Zarambo. Les deux, pas plus. À la vérité, je pense qu'on était en politique, qu'on ne connaissait pas le poids des mots, donc on a pris quelques libertés avec l'honnêteté. La pugnacité de l'opposition, l'armée qui s'effondrait, il fallait bien que le régime en perte de vitesse puisse expliquer un certain nombre de choses. Est-ce parce que j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis? Est-ce que parce que j'étais de l'opposition? Je cherche encore à comprendre pourquoi mon nom a été associé à cela. Mais je voudrais aussi préciser une chose. Lorsque j'ai fait la connaissance de Michel Diotodia, nous avons eu des relations fortes pour une question historique. Et je raconte dans ce livre, la première fois que je lui parle, il y a des gens qui ont appelé le Premier ministre Zapaeke qui l'a confirmé. Je le rencontre, je le vois la première fois à Libreville. Je le salue la première fois sur le tarmac de Libreville, puisque, entre-temps, il y avait un problème de formation du gouvernement. Et je fais sa connaissance à Brazzaville. Et je l'explique. Dans le livre, nous étions en train de prendre notre petit déjeuner. Moi, de mon côté, avec Nicolas Tchangay et Ziguele, Michel Diotodia avec son groupe, à l'hôtel Michael. On ne se parlait pas. André Zapaeke arrive, vice-président de la BDAC, et lance à la cantonade: mais Crépin, tu es en train de prendre ton petit déjeuner avec ton esclave. Je me retourne, je vois Michel Diotodia en train de sourire. Je ne savais pas de quelle ethnie il était. Et il sourit, il me dit, il répond à Zapaeke: mais vous savez, maintenant c'est l'indépendance. Esclaves et rois, ils peuvent manger, il n'y a pas de problème. Donc j'ai dit à Zapaeke: c'est mon esclave. Voilà comment je fais la connaissance de Michel Diotodia. Et naturellement, à partir de là,
à partir de ce souvenir historique, nous avons eu des liens forts. Mais comment aurais-je pu financer la rébellion de quelqu'un que je ne connaissais pas avant? Encore une fois, on a joué sur l'ignorance de nombre de gens. Ce sont des faits, et les faits sont têtus. Maintenant, pour finir, si les hommes politiques, ça c'est l'autre segment de votre intervention, parce que j'ai parlé de la discussion qu'il y a eu avec le président Touadéra. Je parle de responsabilité, mon cher frère. Vous savez très bien dans quelles conditions les négociations ont été menées dans votre camp, quand vous fûtes au second tour. Certains acteurs politiques n'ont pas été associés au débat. Quelques amitiés. Je parle d'ailleurs sous le contrôle de quelqu'un qui a joué un rôle important dans cette campagne, Patrick Dejean, lequel est passé me voir à la maison, mais il n'était pas là, il était à Kinshasa. Il est passé me voir à la maison pour discuter, mais de manière solaire. Votre camp n'a jamais discuté de ça ouvertement, mais ce n'est pas le lieu. On fait des erreurs. Touadéra, je ne le connaissais pas. Nous nous sommes rencontrés. Je dois avouer qu'il m'avait convaincu. C'est pour ça que je l'ai soutenu. C'est pour ça d'ailleurs que quand j'ai constaté qu'il y avait un problème, je n'ai pas hésité à partir, à reprendre ma liberté, moins d'un an après. Ça n'avait pas été compris, et je crois que depuis, c'est compris. Je suis un homme libre et j'assume complètement ce que je fais. Alors Jeannot, je voudrais, mais vraiment, dire ici très clairement l'admiration que j'ai pour Jeannot Louga, et il le sait. C'est l'une des âmes fortes de la République, et j'ai lu avec beaucoup de gourmandise sa parution dans Le Confident. J'ai lu, mais vraiment avec beaucoup de fierté. Je voudrais le remercier. C'est quelqu'un dont je redoute les commentaires parce qu'ils sont francs et sans complaisance. Je regrette d'avoir un peu anticipé sur Balladur. Mais Balladur, il attend toujours, vous savez. Il s'est tué, il fallait attendre. À 80 ans passés, il attend toujours. Ce n'est donc pas un modèle. Donc, moi, mes modèles sont ailleurs. Je suis dans l'action. Et je pense que si on n'a pas assez de ressorts au fond de soi pour poser des actes, les assumer et échouer, ne l'oublions pas, nous ne sommes que des hommes, nous faisons des erreurs. Et moi, je pense à la solitude. J'ai connu la participation au gouvernement, j'ai connu l'après-participation. Cela m'a renseigné sur les hommes, leur comportement. Vous savez, l'après était aussi intéressant que le pendant. C'était très intéressant. Et je pense que je suis un homme différent. Parce que l'épreuve, et il y avait beaucoup de tragédies, comme je l'ai dit, vous ne sortez pas indemne d'une gestion pareille. Vous n'êtes plus vous-même après une gestion pareille. Il ne faut pas se leurrer. Il y a plus de gravité, il y a plus de sens de responsabilité, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de place pour des tergiversations, pour ce qui me concerne en tout cas. Parce que j'ai compris le problème du pays. Le problème du pays, et vous avez parlé d'exploitation, et vous posez la question de savoir pourquoi, à ce jour, on n'a pas exploité le pétrole. Mais c'est l'homme. Il n'y a pas d'homme. Et d'ailleurs, à échelle continentale, la sous-région n'est pas un modèle. On ne peut pas être fier. J'ai beaucoup de... Et d'ailleurs, ça me renvoie un peu à la question que le ministre Bonandé Lekumba parlait de droit de réserve. Non, je pense que j'ai l'obligation de dire, regardez le Gabon, il n'y a pas une région aussi mal intégrée que l'Afrique centrale. Et à l'inverse du Sénégal, qui n'avait que des arachides, mais qui avait l'essentiel, l'homme. Et moi, ce que je vois, c'est que nous devons investir dans l'homme. Et le minimum qu'on puisse faire, c'est au moins 20% du budget national. Quelqu'un parlait de vision, je pense que cette vision est claire. D'où vient-il que les Centrafricains développent ces complexes d'infériorité? La bonne question, c'est qu'ils sont conscients d'avoir emprunté des raccourcis. D'abord parce que l'ascenseur social ne fonctionne plus sur le mérite.
La promesse républicaine ne marche plus. Qu'est-ce que c'est la promesse républicaine? C'est de dire, peu importe où vous êtes né, dans ce pays-là, qu'on appelle la République centrafricaine, votre mérite vous permet de gravir les échelons de la vie. Donc, une promesse républicaine par le biais de l'école. Mais cet ascenseur ne marche plus parce que ils sont entrés des passe-droits, la proximité, le tribalisme, donc la famille et tout ça. Il faut donc remettre le pays à l'endroit. Ce n'est pas un problème d'exploitation de pétrole. Prenons un exemple, nous avons signé une convention d'exploration avec la Chine. Mais vous savez dans quelles conditions nous avons signé? Je ne peux pas me satisfaire que notre pays ait 10%, parce qu'en face, il n'y avait pas d'hommes. C'est bien la preuve que nous pouvons avoir toutes les richesses du monde. Si nous n'avons pas d'ingénieurs formés pour gérer ça, on prendra des étrangers pour venir. Et comme nous sommes conscients des déficits que nous avons en nous, nous avons développé toujours ce complexe d'infériorité qui fait que n'importe qui arrive en Centrafrique devient le roi des Centrafricains parce que le Centrafricain va s'aplatir. Donc pour moi, ce n'est pas une question de ressources naturelles. Je suis Singapour, on n'avait pas de ressources naturelles. Il y a tant et tant d'exemples. C'est d'abord et avant tout les hommes. Le Centrafricain doit être formé pour que cesse le complexe d'infériorité de mes compatriotes. Et naturellement, on ne peut pas dire qu'il y a 100% des Centrafricains complexés. Il y a des gens dont je suis fier, toi notamment, et tant d'autres encore. Et je parle ici sous le contrôle de celui qui fut mon professeur, et le président Nguendé l'a rappelé, mais surtout un grand frère, M. Dibert Dobé. Nous en avons souvent parlé. Notre problème, c'est en nous-mêmes. Il faudrait qu'on remette le pays à l'endroit de sorte que les meilleurs occupent les meilleurs postes. Et qu'on ne détruise pas l'intelligence. On est dans un pays où on s'excuserait d'être intelligent. Non. Ce n'est pas normal. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de s'excuser d'être intelligent. On doit chérir la vérité, chérir l'intelligence. Le modèle social, c'est ça. C'est le levain. C'est le levain de toute société. Le progrès vient de là. On peut ne pas être d'accord, mais si vous êtes bon, comme on y est, vous êtes bon, comme on l'a rappelé ici, parce qu'il y a des mésententes. Non, mais en fait, Boni Goumba n'a jamais été ministre d'État. C'est toute la tragédie de ce pays. Nier l'évidence, je ne peux pas accepter, simplement parce que je vais être convenable, pour faire plaisir. C'est ça qui doit cesser dans notre pays. Et je n'accepterai pas d'être intimidé dans mon propre pays. Ce n'est pas possible. Nous avons accepté pendant trop longtemps la férule de la médiocrité. Moi, je suis de ceux qui font allégeance à l'intelligence, parce qu'il y a toujours plus intelligent que soi. Chaque fois que quelqu'un est plus intelligent que moi, je fais allégeance parce que je veux être meilleur que lui, je veux apprendre de lui. La société devrait fonctionner comme ça, et pas l'inverse. Nicolas Danguillet, je voudrais te remercier pour ces mots. Que dire d'autre? Je n'ai pas été ministre d'État, mais malheureusement c'est notre pays. C'est ce que je veux dénoncer. Je veux une autre page de l'histoire de notre pays. Et pour ça, je pense qu'il y a suffisamment de gens dans cette salle qui peuvent dire que le chemin est encore long. Et puis il vaut peut-être mieux commencer maintenant. Alors, vous avez posé une question. Suis-je franc-maçon? Et vous avez même dit que j'aurais initié Nicolas Tchongaï à la franc-maçonnerie. Voilà, je pense que, vous savez, à partir de l'écriture de ce livre, j'ai suffisamment d'anciens amis, je ne veux pas en rajouter. Soit avoir la primauté d'initier Nicolas Tchongaï à une quelconque franc-maçonnerie. Ça fait partie de ces fantasmes-là. Et je voudrais ici dire quelque chose. Comme vous le savez, on m'a accusé, entre autres, en plus de la franc-maçonnerie, d'entretenir une romance avec la présidente de la Cour constitutionnelle de transition. Je suis sûr que demain, on nous dira que je sors avec la reine d'Angleterre. Et ça fera partie de ces ragots. Moi, je ne peux pas comprendre. Et c'est malheureusement ça. Et c'était l'objet de l'intervention de Patrick Dejean. Il faut qu'on se parle. Mais surtout, il faut que ce que nous disons repose sur les faits. Je voudrais m'accrocher aux faits. Le reste des légendes urbaines, ça ne m'intéresse pas. C'est simplement ce que je voudrais dire. Monsieur Penda Berry,
Merci pour ces mots de félicitations. C'est mon frère. Explique-moi ton nom, les prénoms, je laisse Il y a même débat. Mais vous savez, c'est bien. C'est bien parce que, au moins, je ne laisse pas indifférent. Je me mépriserais de savoir que je passe inaperçu. Même mon nom est un problème. Je voudrais vous donner le sens de mon nom. Moi, je m'appelle Mboli Goumba, ça veut dire... Mboli, ça veut dire Dieu, et Goumba, ça veut dire Adi. Donc, il y a une notion de prédestination, et je prends sous le contrôle de ce qui m'a porté, celle qui m'a porté quand j'étais gosse, Madame Moussa Yadouma. Et je pense qu'il est mieux placé pour parler de moi-même. Donc, le reste, il faut bien que chacun fasse son travail. Voilà. Monsieur Pendaberi, je comprends parfaitement votre déclaration et votre passion. Or, le mot passion renvoie à la démesure. Ça, forcément, vous êtes excessif un peu sur ce que vous dites, mais je comprends parfaitement ce que vous dites. Il n'est pas exact de dire que tous les hommes politiques ont failli. Il n'est pas non plus exact de dire que je suis resté au gouvernement pour protéger le Mbomou. Le livre est là. Je me suis interrogé sur ma présence au gouvernement. Et je voudrais rappeler qu'en 2011, j'avais déjà démissionné de la vice-présidence de la commission électorale indépendante, contre l'avis de l'opposition démocratique. Il est vrai qu'il y avait beaucoup d'argent en espèces dans les caisses au siège de l'Assemblée nationale. Parfois 500 millions de francs CFA en espèces. Et les gens disaient, bon, il fallait rester là pour construire des maisons. J'ai dit que je n'étais pas là-bas pour ça, j'ai démissionné. Je n'ai pourtant pas ici le sentiment que le livre était destiné à faire une leçon de démission. C'était point l'objectif. Et j'ai quand même le sentiment qu'étant resté au gouvernement, j'ai été utile. La démission ou la non-démission, c'est un acte personnel. C'est un acte pris librement, comme j'ai démissionné de la commission électorale indépendante. On ne peut que, évidemment, spéculer. Est-ce que l'histoire aurait changé si j'avais démissionné? Est-ce que la face du monde aurait changé si j'avais démissionné? Cette question m'a habité longtemps. Et j'ai le sentiment qu'être resté au gouvernement aura permis quand même de poser certains actes positifs. Et vous avez tort de penser que tous les hommes politiques, dont certains sont présents ici dans cette salle, n'ont que la quête de leurs intérêts. Mais en même temps, il y a une part de vérité parce que souvent, les hommes politiques dont je suis ont été à la recherche d'intérêts personnels. Et c'est le sens de ce livre. Alors, vous me dites, pourquoi vous avez écrit? En même temps, vous dites, non, vous avez écrit ceci. Donc, vous en tirez avantage. Je pense que nous pouvons ne pas être d'accord avec le contenu, mais sur l'utilité de l'œuvre, il n'y a pas de débat. Et en plus, c'est un acte libre pleinement assumé. Je ne le dirai jamais assez. Ce que j'ai écrit dans ce livre, je l'assume pleinement. Je l'assume pleinement et je dis que je suis disposé, encore une fois, à mener débat partout où cela serait nécessaire. Il suffit seulement que quelqu'un me dise il y a un débat devant les Centrafricains à la télé, partout, avec n'importe quel acteur. Je pèse bien mes mots. Et je répète que 90% de ce qui a été dit dans ce livre ne sera jamais démenti. Je l'affirme encore une fois. Tout le reste n'est que spéculation. Je le dis tranquillement. Donc, on peut mieux faire, naturellement. On a bien vu qu'on était bon dernier. C'est que quelque part, ça n'a pas marché. C'était aussi l'exercice. Cherchez à comprendre. Je ne peux pas avoir la prétention de vous dire que j'ai évacué la quête. Comment peut-on soigner un mal si on ne met pas un nom sur ce mal? Vous voulez régler les problèmes de ce pays, en même temps vous dites qu'il ne faut pas écrire. Ah non, mais vous savez, ça peut bloquer votre avenir. Qu'est-ce que c'est ma modeste vie par rapport à la vie d'une nation? Si ça peut bloquer mon avenir politique et que le pays avance, je peux vous dire que je serai un homme heureux. Je n'ai pas ce genre de qualité. Je pense que je serais même plus heureux de me promener partout, sans que quelqu'un pense
que je cherche à prendre sa place ou à devenir président de la République. On a même dit que j'avais écrit ce livre pour devenir Premier ministre à l'issue du dialogue. Comme si en réalité un livre comme ça on pouvait l'écrire en 2 mois, juste parce que nous n'avons pas les mêmes préoccupations. J'ai écrit ce livre parce que j'estimais que j'avais un mot à dire, que j'avais des choses à dire, et que ce n'était pas la vérité, mais c'était ma vérité, qui pouvait parfaitement être mise en débat avec d'autres acteurs de cette période-là, qui sont vivants. Et je n'ai pas été complaisant vis-à-vis de moi-même en écrivant ce livre. Je n'ai pas été complaisant. Et j'ai dit, chaque fois que c'était nécessaire, que j'avais failli sur un certain nombre de choses. En le disant, évidemment, je souhaitais qu'on m'accorde de l'indulgence par rapport à ça. Mais dire que c'est un livre d'autoglorification, d'auto-justification, ce n'était point le but. Ceux qui le disent, ou ceux qui pensent que ce livre a été écrit contre eux, se donneraient beaucoup trop d'importance. C'est un livre pour les Centrafricains. C'est un livre pour l'histoire. Voilà essentiellement ce que je voulais dire. Et sur M. Gotlogué, la dernière intervention, moi j'encourage l'initiative d'écrire. Il faut qu'il y ait une relève. Je ne peux pas avoir dénoncé le manque de relève et ne pas susciter cette relève-là. Donc il appartient aux jeunes de prendre leurs responsabilités. C'est bien de dire que je suis jeune, moi personnellement, je ne me considère pas comme jeune. Parce que dans un pays où l'espérance de vie est de 50 ans, quand on en a 47, je ne pense pas qu'on se considère jeune. Donc je pense qu'il faut que la classe qui a 20 ans, ceux qui ont 18, 20 ans, 25 ans, commencent déjà à préparer la relève. Il faut préparer la relève parce que c'est important pour un pays. Et puisqu'on parlait de vision, je voudrais finir là-dessus. Je pense que le plus urgent, c'est de revoir l'éducation. J'ai parlé de budget, mais comme il n'y a pas de génération spontanée, je pense qu'on aura besoin de la sous-région. Immédiatement, aller chercher des professeurs. En attendant d'envoyer les nôtres en formation, ça peut prendre 4 ans, 5 ans. Nous avons besoin immédiatement de budgétiser suffisamment d'argent pour mettre à la disposition de nos frères de la sous-région, de faire de la coopération sud-sud, construire des infrastructures et sur 10 ans, progressivement les relayer. C'est le plus grand défi de notre pays. Et j'ai dit quelque part que l'ignorance était l'ennemi juré de cette nation. C'est sur ce terreau que se propagent ces genres de racontars, avocats de Greenberg, parce qu'il y a le recul nécessaire pour discerner. Et c'est un constat d'échec de l'État qui a promis mettre à la disposition de nos populations, de nos enfants, la sanction. Et vous avez remarqué que je n'ai pas parlé dans ce livre d'une initiative personnelle, parce que ce n'était pas le but de mettre en avant. Et pourtant, et je parle sous le contrôle de M. Fiolo, j'ai, à titre personnel, créé une fondation dont certains membres sont ici, qui porte le nom de ma mère, qui a octroyé 10 bourses aux élèves de l'arrière-pays, ceux qui ne sont pas bien nés, qui sont pourtant les meilleurs dans leurs régions respectives. J'ai choisi 5 régions. Le Bomo, le Obomo, Vakaga, Luampende et Nana Mambere. Garçons et filles à 50. La bourse nationale, c'est 30 000 francs CFA sur 9 mois. Ils sont ici à Bangui. Ils ont 40 000 francs sur 12 mois. Je n'ai pas voulu en parler. Parce qu'on aurait parlé de glorieux, mais ce n'était pas le but. Mais c'est un homme politique qui le fait, M. Pendabéry. C'est un homme politique qui crée cette bourse pour mettre à la disposition de ceux qui ne sont même pas membres de ma famille et qui vont demain servir la République. Donc, vous voyez bien que tout n'est pas que noir, que tout n'est pas que blanc. Mais par pudeur, je ne l'ai pas mis dans ce livre-là, parce qu'il ne s'agissait pas de me mettre en avant. Et puisque vous en parlez, quelle est ma réponse? Ces gens, d'ici 4 ans, 5 ans, ils seront des Centrafricains cadres dans leur pays. Et j'aurai conscience d'avoir un peu aidé mon pays. Donc ce n'est pas toujours, vous voyez, il faut prendre la distance nécessaire. Et vous ne savez pas ce que nous faisons tous ici. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont là, assis, qui font
mieux que ce que je fais, et qui le font en catimini. Et l'essentiel est que nous soyons conscients de la gravité de la situation de notre pays. Vous me parlez de mon destin, vous me parlez des susceptibilités de certaines personnes. Quand je regarde mon pays, quand je vois l'état dans lequel nous sommes, vous savez ce que je pense de la susceptibilité de certaines personnes, pour tout vous dire de manière très directe. Il s'agit d'un pays failli. Et vous êtes en train de me dire, mais vous voyez, vous allez fâcher telle personne. C'est de cela qu'il s'agit dans ce pays, 58 ans après. Ménager les susceptibilités quand ça nous a mené tout droit dans le mur. Et vous voulez qu'on continue à vivre dans le déni, c'est ça que vous voyez? Et c'est ce que vous voulez pour notre pays? Jusqu'à quand on va continuer à vivre comme ça? Jusqu'à quand, je vous dis? Parce que ça assure 1 million, 2 millions, on envoie nos enfants à l'école. Mais les autres, tous les autres, qui finissent bouchers, apprentis, qui n'ont même pas à manger, on ne peut pas parler d'eux un peu? Est-ce que ça ne vaut pas toutes les transgressions? Ça ne vaut pas la détermination à dire la vérité? Si dire la vérité fait mal, c'est qu'on a un problème d'honnêteté intellectuelle. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Vous savez, il est fâché. Mais mon Dieu, je ne suis pas dans le business de plaire. Je dois dire la vérité. C'est moi, la vraie question, comme me l'a toujours appris mon père, c'est quoi? Si quelqu'un te traite de menteur ou de voleur, la première réaction, ce n'est pas de s'énerver. C'est d'intérioriser la question et de vous dire, est-ce que ce que dit cette personne est vrai ou c'est faux, avant de répondre par honnêteté intellectuelle. Voilà, le modérateur très tatillon sur le temps me dit que mon temps est fini. Au regret, je m'arrête là pour l'instant, en attendant la suite. Bon, le débat est long. Le débat est très passionnant. Il a concilié ce qu'il a fait par écrit et lui répondre verbalement, ça ne tient pas. Et s'il y a débat, des chrétiens, on peut en débattre même sur les ondes ou bien sur les télévisions. Pour ce qui est de la complicité de l'opposition démocratique, nous n'avions jamais connu ces hommes et nous les avions combattus démocratiquement, sans armes, pendant que tout le monde s'est caché. Je vais à Boigny. C'est pas ça le problème de la cause. C'est pas pour Non, je vais à Boigny. J'ai un engagement à Boigny. Non, parce que tu avais deux trucs comme 2 minutes. Oui. Parce que je pars dimanche. Ils sont pas là. C'est bon, c'est vrai. Je t'appelle. Ça va pas. Très bien. Il faut qu'il me mette ça. On sort là du bureau, le ministre va m'appeler, je m'en vais. Malheureusement, si comment c'est Jean-Louis de non, parce que le prochain an, parce que 2 heures de plus. Depuis ce matin. On va juste prendre une pause. Si les gens partent, on va prendre avec cette reste. Ah oui, Et il a compris ça. il a refusé. Allez sur la table là-bas. C'est mieux que tu ailles pour la dédicace. Parce qu'il y en a qui partent. J'ai fait ça. Il y en a qui partent. Comme ça, ceux qui achètent là-bas. Patrick, moi j'ai fait la dédicace. Dans tout de suite. Ah, comment ça va? Mais je pense que peut-être qu'il faut... Non, c'est ici que je fais. Si vous commencez avec ça, c'est fini, le débat s'arrête. On m'a dit que c'était terminé.
souvent, apparemment c'est maintenant. Écoute, tu as le mien entre les mains, vas-y. Assieds-toi. Bon. Tu sais comment ça s'appelle? C'est pas. On reprend parce que les gens veulent débattre. Ah bon? Soit tu fais de la dédicace, soit on continue. Ok. Et on revient sur la dédicace après. 5 et toi. Ok. Nous sommes le 6. Hein. Le 6, ouais. C'est bon. Ici, il y en a 4 autres, je suis disposé à. Merci, un livre. Tu l'amènes un livre, s'il te plaît. Et j'amène pour la dédicace. Oui, bien sûr. Merci. Ah, comment ça va? Ça va, Mon jeune confrère. oui, c'est ça. Damandi, hein. Oui, Damandi. Oui. Bon, je mets le prénom. Giovanni, non? 2 N-I. Italien, oui. 2 N-I à la fin. G-I ou G. Des N-I. Non, c'est bon, c'est le dernier. Oui, sinon, fais pas ça. Sinon, Ok. Ok. Mais ils sont déjà partis. Hein. On revient après. Non, revenez, tu vois, ça va de. Donc, tout à l'heure. On était ensemble avec les tribunaux. Le nom du griot de Bozizé, là, c'était pas Zawa. C'était Papa Javan Zama. C'était ça. Donc il faut corriger. Et quand on dit tout le temps, quand j'entends les gens dire que l'opposition a pris langue avec la Séléka, ça nous fait rire. Chaque fois que j'entends quelqu'un dire ça, je dis, mais vous citez les Bolikumba, les Tchangaï, les Zigili. Il faut me citer aussi parce que j'étais là. Il faut citer Gamba, il faut citer Sioké, tout le monde. Parce que les Séléka, on les a vus pour la première fois à Libreville. Ils étaient tous en tenue militaire, enturbannés. C'est à ce moment-là, quand on a commencé la première journée, les chefs d'État n'étaient pas en ligne de compte. C'était les ministres des Affaires étrangères de la CAC qui ont reçu entité par entité. Nous avons donné nos soucis. On a d'abord en première donné le contenu de notre mémorandum. Et quand on donne le contenu du mémorandum, entité par C, c'est l'opposition démocratique qui a préparé le mémorandum. Et quand on donnait le contenu de notre mémorandum, j'ai vu les Séléka qui étaient venus apparemment sans rien préparer. Et j'ai vu leur porte-parole, Gazambeti, le défunt Gazambeti, paix à son âme. Il notait le contenu du mémorandum de l'opposition démocratique. Et quand on a donné la parole, il a ressorti exactement ce qu'il notait. Voilà, c'est ça qui a fait la confusion. Et pendant la pause, j'ai vu ces Séléka. Comme nous avons des liens séculaires avec eux, je me suis rapproché d'eux et j'ai dit, vous là, on a des liens séculaires. Tout ce que vous faites là, n'arrivez pas à Bangassou. Surtout n'arrivez pas là-bas, sinon vous allez avoir la malédiction. Et c'est un qui m'a dit, non, moi j'ai grandi là-bas,
je ne peux pas aller. Or, il me connaissait très bien. Parce qu'il était dans notre quartier avec le père, c'était Dafan. C'est après qu'il s'est présenté. Il vous reste 30 secondes. Non, c'est fini. C'est la précision que je voulais, l'éclaircissement que je voulais amener par rapport à ce problème de Libreville. Et puis Libreville, c'était un sommet de chef d'État. Ce n'était pas un sommet pour un débat entre les Centrafricains. Je vous remercie. Très belle plume, très facile à lire, très belle plume. Et c'est la marque des grands auteurs. Hein? De très très belle plume. Et d'une très grande facture. Tu as fait un choix très difficile. Tu avais l'alternative entre écrire tes mémoires, donc à la fin de ta carrière politique, et tu as choisi le chemin le plus difficile qui est celui d'être l'historien du contemporain. Et c'est très difficile, je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait ce choix avant toi et qui a eu maille à partir avec De Gaulle pendant longtemps. Il ne s'est pas attendu avec De Gaulle, bien qu'il ait été plus brillant que Jean-Paul Sartre. On le cite rarement alors qu'il a laissé des œuvres énormes. C'est Raymond Aron. C'est Raymond Aron. Être historien du contemporain, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que quand tu écris, tu prends des positions. Je l'ai senti là. Les acteurs sont encore là. D'autres seront avec toi, d'autres ne seront pas d'accord. Mais je n'ai pas d'inquiétude. Je le disais hier à quelqu'un. Je connais suffisamment Crépin. Il a la force de caractère pour tenir bon. Pour tenir bon, il supportera tout ce qu'il a écrit. Et je te souhaite bon vent par rapport à ça, que tu ne changes pas d'habitude. Il faut rester têtu sur les faits, parce que c'est ce que je t'ai connu comme ça et c'est ce que tu as toujours manifesté. Ensuite, j'ai quelques inquiétudes. J'ai quelques inquiétudes dans ton livre, parce que je l'ai découvert. Je ne te connaissais pas comme tel. C'est vrai que tu es très affable, tu es très affectueux, mais j'ai eu des inquiétudes parce que tu as souvent fait allusion à des liens de famille, et tu as même proposé quelqu'un sans, ça ne te ressemble pas, tu as même proposé quelqu'un pour une nomination sans vérifier son dossier de fond, juste parce qu'on l'a présenté comme un parent. En tant que politique, je m'inquiète. Tu l'as mentionné, on est venu te voir, je n'aimerais pas citer le nom. Et tu as proposé. Ce que je souhaiterais simplement dire, en tant que grand écrivain, j'attends le deuxième tome. J'attends le deuxième tome parce que ta conclusion, le dernier chapitre, en réalité, l'introduction. Je termine là. C'est en réalité l'introduction de ton deuxième tome, parce qu'il te faudrait proposer des solutions pour la République centrafricaine. Beaucoup d'hommes politiques écrivent, critiquent, mais souvent quand il faille faire des propositions, c'est 5 minutes. Et je te demanderai qu'on ait un petit déjeuner en tête à tête pour qu'on discute du fond, je te dirai ce que je pense. Merci beaucoup. Tous constaté que tu as été très courageux. Mais seulement, je dis, le verre est à moitié vide, pour ne pas dire à moitié plein. Et je vais faire la démonstration tout à l'heure. J'ai aussi constaté que tu as été courageux sur beaucoup de faits, mais en ce qui te concerne, le courage n'est pas allé jusqu'à la fin. Parce que nous avons été des acteurs, nous avons agi pendant cette période. Même si je ne parle plus au nom de l'ADP, puisque je t'ai envoyé ma démission, j'ai démissionné il y a 2 mois, mais nous avons joué ce rôle. Et j'ai pas aimé lorsque les gens parlent de N'Djamena pour débarquer Njoto Diaye Tsangai comme étant une forfaiture. Qui pouvait oser ici à Bangui? De grâce. Le CNT a été courageux. Nous avons été soumis à beaucoup de pression. Nous avons fait face au chef de l'État. Parce que ne siège pas n'importe qui au Conseil des chefs d'État. Nous avons jugé nécessaire d'acter la démission de Njoto Diaye de Tsangai là-bas et de venir matérialiser à Bangui. Parce que le contraire n'était pas possible.
ça relèverait de la platitude de dire le contraire. De grâce. Le dernier point, pour prouver que notre auteur est très courageux, mais j'ai dit, le verre est à moitié vide, parce que je donne un cas précis. Lorsque nous avons compris que notre barque prenait l'eau, nous, opposition démocratique, puisque je siégeais avec vous les leaders au nom de l'ADP, nous étions 9 partis. Mais lorsque le Premier ministre Sangai a commencé par nous sortir son terme préféré qui était « Je suis Premier ministre intuiti personae », nous avons décidé de faire capoter cet ensemble. Moi, j'ai décidé, je l'ai fait. Et je t'ai proposé, je suis allé voir le président Jotodia, accompagné de mon collègue, l'honorable Maïtar Dimarem, et de l'actuelle présidente de l'ADP sur ma demande, pour proposer à Jotodia de changer. Je suis en train de finir. Et que tu n'as pas eu le courage d'accepter parce que nous étions, malheureusement, le président Benunga est parti. Nous étions 5 partis contre 4. Le Patrie, MDREC, l'ADP, l'UNDP, hein, je ne l'écorche pas, de Maïtar, et puis le 5e, ça m'échappe. Donc ce courage-là, à l'époque, on pouvait corriger le tir en débarquant Tiangaï. J'en ai fini. J'aimerais d'abord féliciter le président pour son courage. Et je crois qu'il a été vraiment au sommet. Parce qu'il a payé le prix de dire la vérité quand il faut dire la vérité. Moi, je suis de la société civile. Je me représente pour les uns et les autres. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Chantal Kabena de la société civile. Monsieur Molingumba, on a déjà eu à débattre un jour sur le plateau. Excusez-moi. Les hommes politiques, aujourd'hui, j'ai comme l'impression, quand je vois, je n'ai pas eu le temps de lire, j'ai regardé un peu et puis les uns et les autres ont fait la lecture ici. J'ai comme l'impression que c'est un mea culpa. J'ai comme l'impression, c'est une impression. Est-ce que c'est une fausse idée? Mais il y a beaucoup d'autres choses que vous avez, vous n'avez pas souligné. Je m'excuse d'avance, peut-être que je n'ai pas eu le temps d'aller en profondeur. Mais est-ce que dans tout ce que vous avez dit, vous avez eu à travailler dans ce pays avec le pouvoir de Jotodia? Est-ce que pendant tout ce temps, tout ce que vous avez dit dans votre ouvrage, est-ce que vous avez pensé vraiment à avoir une solution par rapport à la population? Aujourd'hui, nous pensons, et c'est pas une fausse idée, c'est la vérité, rien que la vérité, ce sont vous les hommes politiques, les hommes politiques ont tué ce pays. Mais aujourd'hui, quand vous vous mettez à parler du passé, de tout ce qui s'est passé, je pense qu'il est temps de nous dire quels sont les tenants, quels sont les aboutissants, puisque le pays est géré par les hommes politiques. La population qui souffre sur toute l'étendue du territoire. Qu'est-ce que vous pensez faire pour essayer de changer un peu le pays? Parce que vous êtes là, il se pourrait que vous serez peut-être le prochain président de la République ou dans combien d'années? Alors, merci. Merci beaucoup. Madame Rose, puisque vous avez plus qu'une tranche d'années, 4 années, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de facteurs exogènes et de facteurs endogènes qui ont fait que le pays s'est affaibli. Et nous avons prêté le flanc. N'empêche, bien que nous soyons des peuples fuyards, nous avons eu des exemples de courage de bravoure par la guerre de Kourouara. Vous avez cité les anti-Balaka, qui sont des entités, peut-être qui n'ont pas été à l'école, mais qui ont le sens élevé
de la patrie et de la nation. Comme a souligné l'un des prédécesseurs ici, il serait souhaitable que sur le deuxième tome que vous envisagez ou que vous allez écrire, que vous fassiez encore une rétrospective afin de pouvoir dégager des solutions pour l'avenir. Voici juste ma contribution et j'en ai terminé. Merci beaucoup.